La guerre en Iran et la flambée du pétrole rebattent-elles aussi les cartes du côté des banques centrales? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On a un pétrole maintenant, alors on n'est plus à 100 $, on n'est plus à 120. Qu'est-ce qui bouge? Mon Dieu, on est à 90 $. Malgré tout, c'est 50% de hausse depuis le début de l'année. Et donc ce potentiel, comme retour de l'inflation, on se dit que l'équation, peut-être qu'elle a changé pour la BCE et la Fed, pour les banques centrales. Et la Banque du Japon. C'est très compliqué pour les banques centrales. C'est très compliqué d'abord en raison de la volatilité. Vous avez souligné l'incroyable aller-retour, le jeu de yo-yo qu'ont fait les cours du pétrole. Et évidemment, la Banque centrale ne peut pas décider chaque jour, en fonction des cours du pétrole, quelle sera sa politique monétaire. Donc premier point compliqué pour la Banque centrale, la volatilité qui est forte comme jamais, nous ne l'avons vu. Le deuxième point, c'est que une hausse brutale des prix du pétrole, c'est ce qu'on appelle un choc d'offres. Les banques centrales, elles savent bien gérer un choc de demande. Voilà, les gens sont trop nombreux dans les magasins, ils achètent trop, on remonte les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Les gens achètent moins de logements, l'immobilier se tasse, les entreprises investissent moins, ça calme le jeu et les prix se modèrent. Donc ça, voilà, c'est un choc de demande. Les banques centrales savent gérer, elles ont les outils. Choc d'offres, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'un côté, ça fait monter les prix, mais de l'autre côté, ça pèse aussi sur la croissance. Or, même si les banques centrales n'ont pas toutes un objectif de croissance, c'est le cas de la Fed, mais ce n'est pas le cas de la BCE, elles regardent ça tout de même de manière très attentive. Et elles savent que si elles remontent les taux d'intérêt, ça agira mal sur l'inflation parce qu'il s'agit d'un choc d'offres, et en revanche, ça risque d'agir bien sur la croissance et qui elle, va ralentir. Et donc voilà, c'est un mouvement qui est très compliqué à gérer pour les banques centrales, surtout, encore une fois, que ça bouge sans arrêt et de manière extrêmement chaotique. Il y a vraiment un risque de retour de l'inflation. Je ne sais pas comment en 2022, en France, on était à 6% rythme annuel, ou on joue à se faire peur? Il y a un traumatisme de ce qui s'est passé en 2022. Petit rappel, donc on a la crise du Covid, les prix baissent à ce moment-là parce que la demande s'effondre complètement. Et puis ensuite, l'économie repart avec des goulots d'étranglement partout. On manque de puces, on manque de pièces. La Chine est encore en partie confinée. Enfin bref, c'est la pagaille dans toute l'industrie mondiale. Donc il y a toute une série de prix, comme les voitures par exemple, dont les prix, toute une série de prix qui augmentent extrêmement rapidement. Et la Banque centrale européenne était intervenue en juillet 2022, alors que l'inflation européenne était à pratiquement 9%. Et donc ensuite on a dit que la Banque centrale européenne avait agi trop tard. Et donc ça a traumatisé complètement nos amis de Francfort. Les membres du directoire de la Banque centrale européenne ont été très très marqués par cet épisode, qui est très contestable, parce que je suis absolument certain que si la Banque centrale européenne avait relevé ses taux plus tôt, elle aurait été accusée de tous les maux, comme elle l'est souvent dès qu'elle relève les taux d'intérêt. Mais là, si elle n'avait rien fait, si elle avait laissé le jeu du marché, s'il n'avait pas augmenté ses taux, il serait passé quoi? Alors, c'est ce que les économistes appellent du contrefactuel, il faudrait savoir. C'est très difficile à savoir. Il y a des gens qui estiment que ça n'aurait pas changé grand-chose sur le mouvement, parce que c'était bien, là aussi, un choc d'offres, et que les chocs d'offres, la politique monétaire n'est pas très efficace. Mais donc, il y a ce traumatisme, et donc il y a l'idée, il va falloir faire quelque chose avant qu'on nous accuse de ne pas avoir agi. On peut revivre cette poussée inflationniste de 2022, parce que c'est un peu cette répétition de l'histoire. Oui, mais alors quand on regarde la comparaison, en 2022, la croissance mondiale était à près de 7%. Là, on est en dessous de 3,5%. Donc on a une croissance mondiale qui est 2 fois moins forte. On a des chaînes d'approvisionnement qui marchent à peu près. Alors vous allez me dire, si on n'a pas de pétrole qui passe le détroit d'Ormuz, pas d'aluminium, pas d'engrais, ça va être compliqué. Oui, mais c'est même des marchés très étroits. En 2022, c'était l'ensemble de l'industrie mondiale qui était fragilisée par des ruptures qui se produisaient à plein d'endroits différents. Le marché du travail, troisième différence, le marché du travail. Le marché du travail était très tendu en 2022. On était en reprise post-Covid avec des gens qu'on avait sortis sur le marché du travail, qu'il a fallu remettre sur le marché du travail. Les entreprises cavalaient après les employés, donc elles ont accordé des augmentations de salaire tout à fait sensibles. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, troisième différence,
Quatrième différence, les anticipations d'inflation, même aujourd'hui, les indications qu'on voit à travers les swaps, tous ces instruments financiers montrent que les opérateurs, les investisseurs n'anticipent pas une inflation plus élevée que la cible de 2% que sont fixées les grandes banques centrales. Et donc ça, c'est une vraie différence par rapport à 2022. Quatrième différence. Et puis cinquième différence, en 2022, la politique de taux d'intérêt dans la BCE avait des taux d'intérêt qui étaient pratiquement à zéro. Là, ça n'est évidemment pas le cas. On est à 2%. Et puis les banques centrales achetaient des obligations. C'était du quantitative easing. Oui. Là, on est plutôt en quantitative tightening, c'est-à-dire que les obligations venues à échéance, la BCE, comme la Fed, ne les renouvelle plus, elle diminue plutôt son stock d'obligations. Et donc voilà, on a même un environnement qui est très 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 différent de celui de 2022, mais il y a ce traumatisme, et on voit à travers les déclarations des membres du directoire de la BCE qu'ils ont ça en tête, même s'ils vont prendre leur temps avant de prendre des décisions. Donc c'est un casse-tête dans les prochaines semaines et trimestres, si on a un pétrole qui reste, allez, on va dire à 100, 120, mais même à $90. Ça fait quand même 50% de hausse depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les marchés misaient, alors il faut savoir, misent désormais sur 2 hausses de taux en zone euro pour la BCE d'ici la fin de l'année. Les mêmes traders qui pariaient à 50% sur un assouplissement monétaire début 2026. Oui. Donc on n'est plus du tout dans la même configuration. Non, on a changé d'état d'esprit, mais attendons de voir ce qui va se passer demain ou après-demain, si le baril est à $130 ou s'il est à 80. Voilà, donc on est dans une situation qui est extrêmement fluctuante. On a bien vu que les opérateurs ont tout de suite changé effectivement leur position. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil au Japon. On anticipait des baisses et on en anticipe moins, et parfois on anticipe une hausse. Le débat est particulièrement animé au Japon. On pourra en parler si ça vous intéresse. Et donc, on a bien vu que les anticipations ont changé extrêmement rapidement en raison du choc très très violent sur les prix du pétrole. Mais ça ne veut pas dire que dans une semaine, dans 2 semaines, on en sera au même niveau. Dans 2 semaines, ce sera la BCE qui se réunit le 18 et 19 mars. Évidemment, elle ne touchera pas ses taux directeurs, c'est trop tôt, mais est-ce que dans son discours, elle va tenir compte de la flambée des cours des hydrocarbures? On parle du pétrole, mais aussi le gaz. Alors, elle a un premier choix à faire, c'est qu'elle doit présenter ses nouvelles prévisions. Mais ces nouvelles prévisions, elles sont sans doute déjà bouclées. Elles étaient bouclées sans doute à partir des chiffres disponibles fin février. Donc caduques. Et donc caduques. Donc, ils vont sortir un scénario central qui va paraître irréaliste vu ce qui s'est passé cette dernière semaine. Mais ils vont vraisemblablement du coup sortir un scénario où l'inflation est moins forte et un scénario où l'inflation est plus forte. C'est ce scénario-là que tout le monde va regarder. Mais ça ne sera pas le scénario central. Donc ils ne vont évidemment pas décider une hausse des taux à partir d'un scénario qui est encore très hypothétique et qui peut fluctuer chaque jour en fonction des taux, du cours du pétrole et du gaz. Mais en revanche, ce qui va changer, c'est le wording, c'est les mots qu'emploie la présidente de la Banque Centrale Européenne dans sa conférence de presse, qui là vont changer. Elle disait jusqu'à présent qu'elle était dans une position... Elle était à l'aise, confortable. Voilà, elle était dans une position confortable. Là, la situation est à l'aise. Confortable à l'égard de quoi par rapport à sa politique monétaire? Oui, par rapport à la politique monétaire. Elle semblait à peu près ajuster à ce qui était nécessaire. Là, elle dira, la position nous semble aujourd'hui un peu moins confortable. Le prochain move de la BCE, c'est quoi le prochain mouvement? Ou on ne sait pas? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Moi, je crois. Enfin, alors, je pense qu'il va y avoir un débat animé, sans doute assez intense au Conseil sur ce qu'il faut faire. Avec des bons arguments de part et d'autre. Et donc c'est ça aussi qui rend la situation très imprévisible. On voit qu'il y a des gens qui gardent une position extrêmement dure au sein de la BCE. Isabelle Schnabel, au sein du directoire, oui, c'est pas une surprise, mais le patron de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, lui, est sur une position qui est un peu moins ferme. Donc on voit même entre les Allemands qu'il va y avoir de la discussion. Donc je pense que c'est très très difficile aujourd'hui d'anticiper, sans savoir ce que sera le cours du pétrole dans une semaine, dans un mois, mais dans 3 s'il mois. reste à $90, imaginons le cours du Brent. S'il reste à $90 durablement, il
va y avoir à ce moment-là un mouvement à la hausse sur les taux d'intérêt avant la fin de l'année. Ça paraît évident, hein. Le baril à 100 $, par rapport à ce qu'il était aux prévisions antérieures, ça fait pratiquement 2 points d'inflation en plus. Donc, voilà, c'est même très difficile. Juste. L'énergie, hein, c'est 9% de l'indice des prix à la consommation en Europe. Donc voilà, si ce prix-là augmente de 30, de 40%, ben on voit tout de suite que l'impact sur l'indice sera tout à fait sensible. Et ça, la BCE ne pourra pas rester insensible si, effectivement, les prix restent durablement au voisinage de 100 $. Il nous reste quelques secondes, Jean-Marc. Juste, on vous parle de la BCE, mais la Fed non plus n'est pas dans une situation confortable. Même chose, je la trouve tendue cette situation parce qu'elle devait baisser ses taux cette année a priori. C'est pas le cas de la BCE a priori non plus. Mais là, sauf que là-bas aux États-Unis, l'inflation est déjà à 3. Avant la hausse du pétrole à 90 $. Et en février, si je ne me trompe pas, même s'il était en vacances, 90 000 emplois ont été supprimés. C'est un choc quand même pour le marché de l'emploi aux États-Unis. Oui, bien qui demande confirmation, avec révision à la baisse des créations d'emplois sur les trimestres d'avant. Bien sûr, mais le scénario que je décrivais sur l'impact de ce choc d'offres aux États-Unis, il est plus fort parce que l'économie ralentissait déjà, alors que l'inflation était déjà plus élevée que dans la zone euro. Donc le dilemme de la Fed est plus fort que le dilemme de la BCE. Avec la pression de Trump Avec la derrière. pression de Donald Trump, et puis un changement de président de la Fed qui va intervenir le 15 mai prochain, avec une composition de l'organe qui pilote la politique monétaire américaine qui n'aura pas changé, mais le président va changer. Et donc ça, évidemment, ça va aussi avoir une influence. Et donc ça aussi, ça rend la situation extrêmement imprévisible. On est en plein brouillard. On est sur l'avenir des taux d'intérêt des banques centrales, pour l'instant, on est dans un brouillard effectivement intégral. Allez, merci beaucoup. Désolé. Ben oui, mais c'est bien de l'analyser et de le dire. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.